Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Avant de débuter ce panel, permettez-moi également de me joindre aux voix exprimées plus tôt et même hier pour remercier les organisateurs de leur confiance. Ce n'est que la 55e fois que vous avez entendu cette blague, mais voilà, je la maintiens. Mais également les féliciter, puisqu'organiser une telle rencontre n'est jamais une sinécure, mais toute l'équipe a relevé avec brio ce défi, que cela soit pour préparer en amont toute l'organisation, mais également pour réagir avec célérité en cas d'imprévu. Donc, à vous tous, il n'y a qu'un seul mot, c'est bravo. Après avoir abordé, je ne sais pas si on m'entend toujours bien, oui. Après avoir abordé hier la notion de confiance dans une perspective interdisciplinaire, puis avoir approfondi la notion d'exemplarité, la matinée d'aujourd'hui était consacrée à la confiance, l'action publique et les modes de décision. Ce dernier panel, vous l'avez lu, s'intéresse maintenant aux modalités et enjeux propres à la confiance entre des institutions elles-mêmes, à savoir en particulier entre le Parlement et le gouvernement, tout en abordant également une approche prospective en ce qui concerne certains enjeux politiques spécifiques plus éloignés dans le futur. La responsabilité politique, vous le savez, est parfois un concept mal compris, qui ne fait pas nécessairement référence à une faute ou à une culpabilité d'un acteur politique, mais plutôt à une désapprobation de la part d'une assemblée envers un gouvernement ou l'un de ses membres. En cela, et pour reprendre les termes d'Olivier Beau, la notion fonctionne comme un mécanisme d'imputation par lequel on attribue au gouvernement une bonne ou une mauvaise conduite, de bons ou de mauvais choix, de bonnes ou mauvaises attitudes. La question de la confiance est donc à tous les étages dans cette problématique, puisque le bon fonctionnement des institutions semble en principe, et je dis bien en principe, avec plein d'exceptions, donc en principe, impliquer la confiance de l'un à l'autre. Pour parler de tout ceci, une très belle brochette d'experts, à commencer par Lord Philip Norton, avec un premier exposé intitulé « Governing without confidence, the disconnect between the relationships of trust and parliamentary control of the government ». Ensuite, Julian Claren et Mathias Elberoumi, qui traiteront de la dimension collective et individuelle de la responsabilité politique en droit constitutionnel belge. Enfin, Céline Romainville reviendra sur le thème responsabilité politique et enjeux du long terme. Voici donc le menu que nous allons entamer sans plus tarder. Our first speaker is Lord Philip Norton. Notre premier orateur est Lord Philip Norton. Professeur, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Lord Norton est professeur de gouvernement et directeur du Centre d'études législatives de l'Université de Hull. Il a également écrit plus de 35 livres. Si je me trompe pas, a été le premier président de la Commission constitutionnelle de la Chambre des Lords. Je crois qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur expert sur ce sujet. Sa présentation va explorer le système parlementaire britannique. Il va analyser non seulement les principes théoriques du régime, mais également la réalité politique. Et si je ne me trompe pas, vous allez saisir l'opportunité de présenter les différents modèles de relations entre le législatif et l'exécutif proposés par le professeur King dans les années 70. Donc nous avons hâte de vous entendre. Vous avez la parole. Merci. Donc, je voudrais réitérer mes remerciements aux organisations et je voudrais remercier des personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont les interprètes qui font un très bon travail. Donc, merci beaucoup. J'en ai bénéficié. Alors, j'ai l'intention de respecter le temps qui m'est imparti, comme ça on pourra faire des commentaires, parce que je suis bien conscient que nous sommes vendredi après-midi et peut-être que certains d'entre vous sont peut-être un petit peu fatigués. Donc, j'aimais bien être un peu provocateur. Parfois, je le suis sans intention de l'être, pour avoir toute votre attention. Donc, je voudrais faire des commentaires pour aborder la question de l'institutionnalisme en relation avec la confiance. Et on peut faire la distinction en anglais entre la confiance et la confiance en les capacités de quelqu'un à faire quelque chose par opposition à la confiance générale. Quand on parle de Magna Carta, et dans mon cas, ça n'est pas ce que cela devait être. On devait avoir ce grand document constitutionnel. Non, pas du tout.
Donc, c'est important au niveau symbolique, mais pas au niveau substantif. Ça n'est pas la base de l'habeus corpus ou le début du Parlement. Non, ça n'était pas comme cela du tout. La charte de 1215 et la Magna Carta qui est arrivée après étaient un peu différentes. Mais donc, c'était réinventé au XVIIe siècle avec le droit coutumier ensuite, et on a acquis un statut qui n'était pas mérité et donc qui était limité également par des systèmes plus inclusifs. Le langage de Magna Carta était compréhension plus contemporaine que le langage utilisé. On disait oui, ça a l'air très bien, mais en fait non. Et on disait tous les hommes libres et non pas tous les hommes. Et si ça avait été le cas, ça aurait été totalement différent. Mais les hommes libres à l'époque, ça c'était l'élite. Donc ce que disait la Magna Carta quand on la lit, on répondait simplement aux griefs des barons, tous les Français qui avaient émigré et qui ont pris leur terre, etc. Mais le résultat, c'était des litiges entre les barons entre eux et le baron et le roi. Donc ça n'avait rien à voir avec le reste de la population. C'était juste des litiges entre les membres de l'élite. Donc, je voulais simplement vous lancer cela pour votre information. Ça n'a rien à voir avec ce dont je vais parler, mais maintenant, ce dont je vais parler, et c'est enrichi par mon expérience au Royaume-Uni et Mike Gordon disait hier l'importance des conventions dans le contexte du Royaume-Uni, combien le système est basé sur la confiance à travers l'utilisation de conventions, parce que ce sont des règles qui ne sont pas contraignantes juridiquement et auxquelles on se conforme simplement parce que ce sont de bons comportements. Donc l'obligation est morale et non pas légale, mais on fait en sorte que ça fonctionne pour que le système fonctionne. Et Lord Hennessy, c'est la théorie du bon citoyen du gouvernement. Mais cette terminologie comporte l'utilisation des conventions. Cela dépend des gens qui font que le système fonctionne et qu'ils respectent ce système pour qu'il fonctionne. Mais il n'y a pas d'obligation légale. Donc, de temps en temps, cela est mis sous pression sous la direction de Boris Johnson, mais ce sont les bons comportements et c'est également dans leur intérêt, parce que comme cela, ils n'ont pas besoin de se voir imposer des mécanismes extérieurs. Les politiques ne veulent pas que les cours s'impliquent dans ce qu'ils font. Et les cours vont s'impliquer. Non, non, non. Il faut que cela reste en dehors de jurisprudence de la Cour. Donc, et je crois que ça, c'est assez distinctif. En ce qui concerne la Constitution britannique, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais le Royaume-Uni a une constitution, c'est juste qu'elle n'est pas codifiée, mais ce sur quoi c'est basé, c'est le constitutionnalisme, et ça, c'est absolument essentiel. Maintenant, j'en arrive à ce qui nous intéresse ici, les institutions en quête de confiance. Un petit commentaire sur les différentes dimensions qui viennent de ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que quand on regarde la confiance et les institutions en termes de confiance, il y a un certain élément de la confiance pour faire quoi? Donc, qu'est-ce qui est attendu, on peut dire, pour les parlements en particulier? Qu'est-ce que l'on attend d'un parlement? Est-ce qu'on va juger le parlement selon des tâches qu'il doit remplir? Donc, on fait confiance au Parlement pour voter un budget. Ils doivent le faire, ils doivent voter la fiscalité. On juge un Parlement selon des tâches qui lui sont confiées aux autorités. Donc ici, nous, on a confié certaines fonctions aux institutions et on les évalue sur cette base.
Donc, est-ce qu'on doit le faire selon les fonctions qui ont été confiées à ces institutions ou alors est-ce qu'on doit définir les fonctions comme les conséquences? Donc, on ne regarde pas les tâches qui sont confiées, mais ce qui est fait et qui peut être différent selon l'impératif politique. Donc, les pouvoirs peuvent avoir une fonction expressive, pas un besoin ou une exigence, mais ça doit être basé sur comment les citoyens vont juger ces institutions. Donc, est-ce que vous pensez que le Parlement fait un bon travail? Est-ce que lui fait confiance quand il vote le budget? Et certains systèmes pour certains, voter le budget, c'est d'une importance politique. Est-ce qu'on fait confiance au Parlement pour voter le budget? Pas vraiment, j'y ai jamais pensé. Donc, est-ce que c'est seulement une confiance silencieuse parce qu'on pense qu'ils vont le faire et quoi qu'il en soit, ils le font? Mais dans la pratique, on juge de ce que les membres du Parlement font par rapport à ce qu'on pense qu'ils doivent faire. Est-ce que c'est ce qui est important pour vous et quel impact ça a pour vous? Donc, la confiance pour faire quoi? Qui décide des bases à partir desquelles on fait cette évaluation? Et en termes d'institutions, en quête de confiance, à qui est confiée la confiance? Parce qu'on parle d'institutions, donc on parle d'entités distinctes, des entités juridiques, mais ce dont je vais vous parler maintenant, les institutions sont la somme de leurs parties. Donc, est-ce qu'on juge l'entité, c'est-à-dire les membres, ce qu'ils font collectivement, ou alors est-ce que l'on est juge sur ce qu'ils font individuellement? Et ça, c'est ce à quoi je veux en arriver et je voulais discuter de cela avant d'en arriver à la confiance. Alors, il semble que la zapette ne veuille pas à... Bon, c'est ce que j'avais fait, mais bon. Alors, évidemment, étant donné ma chance, je pensais que ça allait arriver. Alors, si vous arrivez à le lire... Alors, il y a un problème en termes d'examen de ce que font les membres, les députés, et pour les évaluer. Et donc, la tendance des citoyens de juger les députés sur ce qu'ils font individuellement plutôt que collectivement. Donc, on peut concevoir des grands programmes de structure dans le Parlement, très bons comités qui ont une question qui vont changer le gouvernement, mais ça ne va pas affecter nécessairement ou avoir un impact sur la confiance dans l'institution des citoyens, parce qu'ils ne sont pas suffisamment au courant de ce que fait cet organe dans ces différents mécanismes institutionnels. Ils sont plus préoccupés par ce que font les députés de manière individuelle. Et ça, c'est un problème, parce que ce que j'ai dit, c'est que les citoyens généralisent la législature selon les mauvais comportements de un ou deux députés. Et ce député est corrompu, et donc ils sont tous corrompus. Et on a juste besoin que d'un ou deux pour avoir ce jugement. Et en 1994, on a eu un scandale au Royaume-Uni qui a amené au principe Nolan. Et 2 députés ont accepté de l'argent pour poser des questions au gouvernement. Ensuite, on a trouvé que 65% des gens ont pensé que la plupart des députés gagnaient de l'argent en abusant de leur pouvoir public. Donc, il n'y en avait que 2 sur les 600 qui étaient corrompus, mais les gens généralisent les mauvais comportements d'une minorité de 1 ou 2. Et donc, malheureusement, ça ne marche pas dans l'autre sens. Si un député fait du bon travail dans sa circonscription, les gens ne généralisent pas que toute l'institution aura le même comportement. Donc, ça, c'est un service qui est fourni par un très bon député. Ah oui, c'est un très bon député, mais ça ne se traduit pas dans la perception de l'institution complète, l'institution auquel il appartient. Et donc, en termes de
l'ensemble des membres ou quand l'opposition crie sa perception négative. Non, la perception de l'institution, est-ce qu'une chambre fait du bon travail ou pas, c'est tout à fait différent de votre évaluation de votre député local. Donc, en général, l'évaluation du député est indépendante de l'évaluation de l'institution elle-même. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer l'institution? Ça, c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans une institution sur la base de ce que font les membres de cette institution individuellement plutôt que les tâches confiées à l'institution de manière générale? Il y a un autre problème. L'autre problème du point de vue du Parlement, pour restaurer la confiance, il y a la confiance décline au niveau du Parlement. Quel est le mécanisme institutionnel qui permet de réagir parce que, d'après la nature de l'institution, la législature, c'est la somme de ses membres. Et donc, on parle de législature en tant qu'institution, mais la manière dont il se comporte, on doit regarder l'agrégation des membres, l'addition des membres. Donc, qui parle pour toute la législature, pour l'ensemble, c'est critiquer, manque de confiance, et comment est-ce qu'on peut parler pour cette législature pour pouvoir la promouvoir quand il n'y a personne pour le faire, parce que si vous y pensez, c'est jamais que la somme de ces partis, et donc il peut y avoir un personnage plus d'autorité qui peut parler en leur nom, mais qui n'est pas autorisé à parler pour tout l'organe. Donc il y a peut-être quelqu'un dans l'institution qui pourrait le faire, mais pas en interne, mais pas à l'externe. Et ensuite, avec le bicaméral, on a deux entités distinctives. Au Royaume-Uni, on a la Chambre des communes, et on a la Chambre des Lords qui est tout à fait distincte, qui s'autorégule. Et donc, il n'y a pas une seule personne qui a l'autorité de parler au nom du Parlement. Et il n'y a pas une personne qui peut parler pour l'une ou l'autre chambre vers l'extérieur. Il peut y avoir des litiges entre les dirigeants sur les institutions, sur ce que l'on peut dire. Et donc, même si la chambre arrive à réagir, c'est bien trop tard après avoir perdu la confiance. Donc, il n'y a pas de moyen de réagir rapidement à la perception négative de l'institution à cause du comportement des membres. Donc ça, c'est le problème. Et je voudrais que l'on réfléchisse à ces institutions en tant qu'addition des membres et le comportement des membres. Je crois que c'est le point essentiel. Alors, voilà mon prologue avant de parler de la confiance, et on m'a demandé de parler de la responsabilité, redevabilité. Voilà. Donc, examinons la question de la confiance. Dans le système parlementaire, la confiance est au centre. Tous les systèmes parlementaires ont un mécanisme selon lequel la confiance de l'organe peut être testée. Donc, le gouvernement est basé sur la confiance. Je dirais que c'est pas tout à fait vrai pour le Parlement. C'est la confiance de la Chambre, donc dans une législature bicamérale, à une exception près, c'est le principe de la Chambre élue. Et il y a parfois des réunions conjointes, mais donc le principe est basé sur le fait qu'ils sont élus. C'est un système parlementaire. Donc si le Parlement gagne la confiance, conserve la confiance, et la confiance elle-même peut assumer différentes formes et peut être explicite ou supposée. Et normalement, c'est supposé.
partis ou quand les partis forment une coalition, tant qu'ils ont une majorité, à ce moment-là, on pense qu'ils vont recevoir la confiance du Parlement. Il n'a pas besoin d'être testé à travers un vote. Dans certains cas, c'est le cas. On a besoin d'un vote d'investiture au départ, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Et donc, cela ne se fait que quand le Parlement a des problèmes, mais donc on peut avoir un vote de confiance. Et bien sûr, s'il le perd, il a perdu la confiance. Mais au Royaume-Uni, si le gouvernement perd le vote de confiance, ou s'il y a une motion de censure, par convention, ils doivent démissionner ou demander la dissolution donc des élections. Et la pratique récemment a été de demander des élections. Donc, voilà quelle est la position formelle, c'est assez clair et normalement les gouvernements ont la confiance de la Chambre parce qu'ils ont la majorité, tant qu'ils ont la majorité et donc doivent rester en fonction pendant tout leur mandat. Mais que se passe-t-il quand on doit gouverner sans la confiance ? C'est ce qu'on m'a demandé d'aborder et c'est quelque chose que normalement on n'a pas à affronter au Royaume-Uni, mais on peut avoir cette situation et le problème peut être de deux manières. Le gouvernement n'a pas la confiance de la Chambre dans sa configuration politique, donc peut-être qu'il n'a pas la confiance, mais n'a pas un vote de censure. Et donc, soit il reste à travers des règles ou dont je voudrais souligner les considérations politiques parce que donc c'est pas seulement les entités et le Parlement qui peut voter pour démettre un gouvernement. Il ne peut pas le faire à cause de la politique, mais la configuration politique devient importante, comme ça a été mentionné par le président. Et je vais arriver à la configuration basée sur le travail d'Anthony King. Il y a différentes formes de règles, mais la manière dont elles varient, ça peut être en termes d'initiation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un seuil à atteindre pour pouvoir déclencher un vote des élections. Donc l'initiation, c'est une chose. Ensuite, voter est plus important. Et dans certains cas, ce n'est pas une majorité simple pour passer une motion de censure. Cela peut nécessiter une majorité absolue ou une super majorité. Donc ici, j'ai mis le Royaume-Uni de 2011 à 2022. Donc c'est pas tout à fait vrai parce qu'il s'agit de démontrer ici les disposition de supermajorité. Au Royaume-Uni, cette disposition de supermajorité ne vient pas du vote de confiance, mais en 2011, suite à un accord de coalition entre les libéraux et les démocrates, le gouvernement a introduit la loi Fixed Term Parliament Act et qui chaque Parlement devait avoir un mandat de 5 ans. Maintenant, le projet de loi avait un petit peu oublié le vote de censure. Et donc ensuite, il a fallu rédiger à nouveau le projet de loi. Et donc, soit la Chambre des Lords, à la majorité des 2/3 de tous les députés, a voté pour des élections anticipées, ou alors la Chambre des Lords devait voter que cette Chambre n'avait aucune confiance dans le gouvernement de Sa Majesté. C'était le texte exact. Et donc, avec un vote de censure, ça ne pouvait plus s'appliquer. Donc, ça pouvait être voté à la majorité simple, mais il y avait une disposition des 2/3 des membres si le gouvernement essayait de déclencher des élections anticipées. Et donc, certains ont dit que c'est une lettre morte. Qui voterait contre une élection anticipée? Donc, en 2017, il y a eu une motion de demande d'élection anticipée. Bon, on va avoir des élections anticipées. C'est resté lettre morte. 2019, petit litige sur le Brexit.
Ensuite, un accord. Boris Johnson est devenu Premier ministre. Il a essayé à 3 reprises de faire passer une motion pour des élections anticipées et chaque fois, il n'a pas pu avoir la majorité des 2 tiers parce que ça donnait un pouvoir de veto à l'opposition et donc on ne pouvait pas atteindre les 2 tiers des représentants. Donc 3 fois, il n'a pas pu faire des élections anticipées. Ensuite, il a pu faire passer une loi finalement parce qu'il y avait une majorité simple requise et en 2022, le gouvernement conservateur a introduit une mesure d'abrogation de cette loi du Parlement, s'est débarrassé de cela et a remis tout selon les règles d'avant 2011. Mais il y avait une provision de Ordinary Act pour déclencher des élections anticipées. Et ensuite, pour les votes de censure, donc il s'agit de ne pas... Pour voter contre un gouvernement, il faut qu'un gouvernement soit en place pour le remplacer ou prêt à le remplacer. Donc ça peut être des règles très restrictives et ça limite ce qui s'est passé. Il y a un article qui vient d'être publié qui montre que s'il y a des règles restrictives, cela produit des stratégies coopérative entre les différents partis. Donc voilà quelle est la position en termes de règles. Mais ensuite, l'autre chose peut-être plus importante, c'est la configuration entre les différents partis dans la législature. Encore une fois, j'en reviens à ce que l'on parle. On parle de la législature, de la Chambre, de ce qu'elle fait, mais ce qu'Anthony King dit, c'est que ce qui se passe au sein de la Chambre, c'est des relations mixtes. Ce n'est pas seulement le gouvernement et l'opposition. Il y a tout un tas de relations qui ont lieu entre l'exécutif et d'autres entités au sein de la Chambre. Et donc, on voit que j'ai listé ici les 5 modes de relations législatives et exécutives. Et donc, vous avez le mode de l'opposition qui est prédominant dans le système de Westminster. Vous avez le gouvernement contre l'opposition et des partis qui sont une domination et pas une accommodation. Et ensuite, vous avez le mode intra-parti, parce que si vous avez la majorité absolue dans votre parti, ce qui compte, ça n'est pas l'opposition, c'est une minorité, c'est ce qui passe dans votre propre parti. Donc, le plus important dans la relation, c'est avec l'exécutif et les membres qui sont assis derrière, pas les membres qui sont en face de vous, l'opposition. Il faut remporter l'assentiment de ceux qui sont derrière vous, qui vous soutiennent, en supposant que c'est le cas, les membres du même parti. Mais bon, peut-être qu'il y a des questions pour lesquelles ils ne vous soutiennent pas. Donc, vous pouvez avoir de position dans votre parti. Ensuite, il y a les relations inter-partis entre les différents partis. Et cela, c'est important dans les coalitions en particulier pour rassembler les partis dans une coalition. Donc, si vous êtes dans une coalition, à ce moment-là, le Premier ministre doit garder un autre parti ou d'autres partis dans son gouvernement, tout en regardant derrière lui le mode intra-parti pour voir quels sont votre propre soutien dans votre parti, parce que peut-être qu'ils seront un petit peu là d'avoir des partenaires dans la coalition. Et donc, quand on a eu une coalition 2010 à 2015, David Cameron a dû avoir un bon équilibre pour les libéraux-démocrates et ses propres supporters qui n'étaient pas toujours sympathiques vis-à-vis des libéraux-démocrates, parce que sur les questions constitutionnelles, les 2 partis avaient adopté des approches totalement différentes. Donc, c'est très difficile d'accommoder tout le monde. Donc, le mode interparti peut être important. À travers les relations, à travers les partis où il n'y a pas d'engagement des partis, donc n'engage pas la confiance. Et donc, si le gouvernement a la majorité avec un seul parti, la relation intra-parti est très importante. Quand il y a une coalition, c'est la relation interparti qui est très importante. Et s'il y a une coalition sans majorité, à ce moment-là, vous avez toutes les oppositions à l'intérieur des partis et ensuite entre eux, parce que vous avez ces différentes configurations
peut-être qu'ils n'ont pas confiance en vous, mais ils ne sont peut-être pas en mesure de mobiliser dans tous les groupes le soutien suffisant pour vous faire partir. Donc, peut-être que vous pouvez continuer à rester au pouvoir sur cette base. Donc, il peut arriver qu'il y ait une sorte de manipulation des différentes configurations pour rester au pouvoir. Et ensuite, il y a les contraintes politiques également, la confiance d'un autre parti ou d'autres partis, mais bien sûr, il y a la réalité électorale et c'est peut-être pas dans l'intérêt des autres partis de déclencher une motion de censure si ça va déclencher des élections anticipées où ils ne sont pas sûrs de gagner. Donc, c'est dans l'intérêt des autres partis de vous laisser au pouvoir le temps qu'ils aient suffisamment de soutien pour des élections futures. Mais s'ils ne pensent pas gagner, ils vont vous maintenir au pouvoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la politique politicienne. On ne peut pas parler de relations exécutives législatives, mais ce sont les entités et la relation entre les deux. Vous devez regarder également les configurations politiques et ces configurations ne sont pas nécessairement statiques ou stables. Donc vous pouvez avoir une relation assez fluide entre ces différents éléments pendant la durée de vie d'un Parlement. Disons, du point de vue du gouvernement en temps de manipulation, peut-être l'opposition les uns contre les autres, qui va pouvoir rester comme cela jusqu'à ce que, tant que vous en avez besoin, parce que c'est dans votre intérêt. Donc, je voudrais attirer votre attention, et je ne vais pas aller trop dans les détails avec des exemples, mais de mon point de vue, il faut considérer la politique politicienne et ne pas voir les choses de manière formelle. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur le vote de confiance. On pourrait regarder un vote de confiance également comme une réserve de pouvoir. Ça n'est pas quelque chose qui va être utilisé régulièrement ou fréquemment. Si quelque chose se produit, on va soulever la question de la confiance. Donc, ça n'est pas une activité négative. Ce qui est négatif, c'est la responsabilité de la majorité vis-à-vis de la législature, parce que vous devez répondre à différents organes. Donc, si on regarde le point de vue de la redevabilité ou responsabilité, les difficultés existent et en termes de législature pour tenir le gouvernement pour responsable, parce que en général il a une majorité, mais le principe de contrôle est renversé parce que la législature ne contrôle plus l'exécutif. C'est l'exécutif qui a le contrôle parce qu'ils ont la majorité. Le parti détermine la marche à suivre, mais on se base sur le système du parti pour s'assurer que le gouvernement est remis en question, même s'il sait qu'il a la confiance de la Chambre. Il peut continuer à gouverner, même s'il ne l'a pas. Donc, il faut le tenir pour responsable, en particulier dans un système à majorité. Au Royaume-Uni, ce qui est important lorsque le gouvernement décide de proposer des lois, la question la plus importante du point de vue du gouvernement, ça n'est pas est-ce qu'on a les votes, mais est-ce qu'on a le temps. Donc, les limites sont plus institutionnelles, c'est-à-dire de travailler suffisamment rapidement. Et pour l'opposition, l'opposition peut avoir une plateforme. Donc, le gouvernement va peut-être remporter le vote, mais pas l'argument, pas le débat. Donc, ça, il n'y a pas tellement cette formalité de vote et vote de confiance, etc. Mais il s'agit de permettre aux autres partis d'avoir l'opportunité de remettre en question publiquement le gouvernement. Donc, comment est-ce que la législature est composée est très importante dans ce domaine. Donc, le principe du contrôle est renversé ici et cela devient plus difficile donc, de
du point de vue britannique, je pense aux pouvoirs qui sont délégués sous différentes formes, la législation secondaire. Donc ça peut poser problème parce que il y a la loi sur l'indépendance du gouvernement qui ont, par exemple, la possibilité de déclarer la guerre, mais également de plus en plus des pouvoirs qui sont délégués aux ministres à travers de la législation secondaire. La législation primaire est conférée aux ministres et ensuite c'est une difficulté en termes de forme, mais également en termes de substance. Donc si on regarde Donc, si on regarde les différentes méthodes... Ah, voilà. Donc, si on regarde les différentes méthodes de redevabilité ou de responsabilité, les différents moyens possibles, donc il y a la plénière, vous avez différentes méthodes, il y a les débats, il y a les questions, vous avez différents comités d'examen parlementaire, le recueil de preuves, les comités législatifs qui étudient les futures lois, système de Westminster, où les comités législatifs sont ouverts et adversariaux, et ensuite il y a en Europe de l'Ouest, c'est plutôt le système du consensus, et au Royaume-Uni, c'est en général le gouvernement contre l'opposition et ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, donc pas de négociations faites, mais les comités sont les comités de la Chambre, et donc en Italie, par exemple, certains comités peuvent transposer des mesures en loi, mais pas toujours. Donc la plupart de ces mécanismes ne sont pas définitifs, sont persuasifs, mais il faut tenir compte de l'ouverture de ces débats vis-à-vis du public pour demander au gouvernement de justifier ce qu'il fait et de le remettre en question pour essayer de remporter l'argument. Donc, en ce qui concerne l'accent mis sur la responsabilité, ça peut être différent également, ça peut varier. Ce qui a lieu, c'est que c'est simplement, il s'agit de convaincre et ça n'est pas définitif. Ce qui est difficile, c'est ce que le gouvernement fait en termes de propositions de loi peut remettre en question la législation primaire, mais il y a un problème à faire cela maintenant efficacement. Est-ce que peut avoir un impact sur la confiance? Est-ce que les gens pensent que le pouvoir législatif fait ce qu'il est censé faire et donc peuvent remettre en question le gouvernement? Mais le véritable problème en termes de responsabilité, c'est pour les choses comme la délégation, déléguer la législation. La législation est de plus en plus complexe. C'est pas seulement qu'il y en a plus, mais le volume de législation a largement augmenté. C'est pas qu'il y a plus de lois, mais elles sont beaucoup plus longues qu'avant et beaucoup plus complexes. Et ça, c'est une difficulté pour la législature parce que le gouvernement va apporter des lois plus longues, plus complexes, mais le temps est limité, en particulier pour le Parlement, de les analyser. Et donc, ça varie d'un Parlement à l'autre en ce qui concerne les règles appliquées pour le temps pendant lequel ce projet de loi peut rester à l'agenda. Au Royaume-Uni, il faut que ça soit fait pendant la séance parlementaire, c'est-à-dire pendant 1 an, et il y en a d'autres où ça peut rester à l'ordre du jour indéfiniment. Et donc, il y a des limites en termes de limites constitutionnelles de temps pour pouvoir gérer un grand nombre de lois qui sont de plus en plus complexes, et il peut y avoir Je croyais que vous disiez 35 minutes, je me suis dit, ah mais non, j'ai pas fini. Bon, je pourrais, mais bon. Je pourrais vous parler d'autre chose.
Et donc, l'absence de mécanismes d'examen approfondi dédiés pour étudier les lois, mais ça peut poser problème pour générer des mécanismes d'étude d'examen des législations déléguées qui peuvent être très complexes. Et ce sur quoi je voudrais terminer dans mes 3 dernières minutes, c'est qu'il y a un point important que j'espère est un peu similaire à ce qui a été dit, mais il y a des choses souvent qui sont laissées de côté parce que les gens disent « Oh, le Parlement doit faire ça » et ils ont des grandes réformes. Voilà comment on va réformer le Parlement, on va avoir ces comités, ce comité, ces grandes pistes de réforme. Même chose avec la Constitution. Et moi, je me dis, oui, c'est très grand, oui, c'est bien, on voit où vous voulez, mais où est-ce que vous voulez en venir? Comment est-ce que vous allez y arriver? S'il n'y a pas de volonté politique pour mettre en œuvre tout cela, puisque c'est le gouvernement qui contrôle l'agenda, qui a les votes, donc s'ils ne veulent pas, comment est-ce que vous allez pouvoir mobiliser ces objectifs, donc, on se concentre sur l'activité politique qui est attractive politiquement pour retenir l'attention du public. Mais ce dont on ne veut pas parler, c'est ce qui est ennuyeux, ce qui n'est pas attractif pour le public. Donc ça, c'est la difficulté. Alors, je fais une petite digression, mais l'avantage du système britannique avec les 2 chambres, c'est qu'une chambre peut se concentrer sur ce qui n'est pas excitant pour les citoyens ou les députés. La Chambre des communes doit se concentrer sur les choses plus enthousiasmantes. Donc, il faut qu'il y ait la volonté politique. Comment est-ce qu'on peut mobiliser la volonté politique pour atteindre certains objectifs? Ça, c'est très souvent le lien manquant dans toute discussion qui a lieu quand on veut que le changement d'une institution fonctionne. Il faut qu'il y ait la volonté politique. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce qu'on la déclenche dans le système? Et ensuite, quelles sont les conséquences de la manière dont les citoyens perçoivent les institutions, parce qu'ils ne seront probablement pas intéressés là-dedans. Ils veulent savoir si les politiciens font ce qui compte pour eux. Et donc, c'est plutôt à un micro-niveau la livraison de services qui est importante pour eux. Ça, c'est la base qui est importante pour eux. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la législature ne peut pas en bénéficier. Le bénéfice va aux membres individuellement. Donc, je termine sur un point un peu déprimant, mais comment est-ce qu'on peut mobiliser ces volontés politiques? Comment est-ce que les gens peuvent faire confiance aux institutions quand ils ne pensent pas à ce que les institutions font en tant qu'institutions? Donc, voilà ce que doivent faire les institutions, voilà ce qu'on doit juger. Mais les électeurs, eux, jugent sur une base totalement différente. Et ça, je pense que c'est le principal challenge pour nos députés. Merci.